Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 27 septembre 2023. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la commémoration de la date de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. À cette occasion, le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté ce matin à la célébration organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Le président al-Sisi a adressé ses félicitations au peuple égyptien et au peuple arabe et islamique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à la célébration organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le chef de l'État a adressé ses sincères félicitations au grand peuple égyptien et à tous les peuples arabes et islamiques à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, appelant Dieu Tout-Puissant de ramener cette mémoire bénie avec bonté et paix pour l'Égypte et l'humanité. Le chef de l'État a déclaré lors de son discours prononcé à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète par le ministère des Waqf, la biographie de la vie du saint prophète est une source inépuisable d'enseignements et de leçons. Nous sommes inspirés par les valeurs d'honnêteté, la sincérité et la miséricorde et nous apprenons la vertu de la patience face aux grandes épreuves. Le président Sisi a ajouté que notre célébration cette année de l'anniversaire béni du prophète est intervenue alors que le monde traverse des circonstances délicates qui rappellent des souvenirs de tension, d'anxiété et de troubles qui ne sont pas produits depuis longtemps, y compris la catastrophe sanitaire provoquée par la pandémie coronavirus et ses répercussions économiques résultant de l'arrêt du processus de production dans les principaux pays du monde et de la vague de hausse des prix mondiaux qui a suivi la crise russo-ukrainienne, ce qui a poussé les grands pays à relever leur taux d'intérêt d'une manière sans précédent dans l'espoir de contenir l'inflation et par conséquent un exode massif des capitaux des pays en développement vers les pays riches d'où sont venues les crises de change étrangères que traverse notre économie et de nombreuses économies émergentes. À cet égard, le chef de l'État a affirmé qu'une telle tempête tyrannique aurait été capable, dans des circonstances normales, de déraciner complètement notre économie et de détruire bon nombre des acquis du peuple égyptien. Les 8 dernières années d'intenses travaux de développement sans précédent par leur ampleur, leur portée et leur rapidité ont donné de grands résultats de résilience et de flexibilité pour notre économie nationale. Le président Sisi a conclu son discours en disant « Merci et bonne année et que notre Égypte, la nation islamique et toute l'humanité soient dans la bonté, la sécurité et la prospérité ». Rappelons aussi que l'Égypte et le monde islamique célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de la date de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Le premier qui a innové la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est Al-Mu'izz el-Din Allah en 973 de l'Hégire. Les aspects de cette célébration dans ce commentaire de Sarah Al-Maghrabi. Nabawi est une tradition populaire de la vie musulmane. Certains considèrent cet instant comme une heureuse occasion pour les familles et amis de passer du temps ensemble et bien manger et offrir au cours de cette fête les bonbons confectionnés spécialement pour les enfants. En Égypte, chaque village et chaque quartier dans les grandes villes célèbre El Mawlid el-Nabawi. Certains se contentent de se réunir pour écouter, lire le récit du Mawlid ou prononcent des discours ou lisent des poèmes. Le Mawlid offre l'occasion à la narration de récits populaires, religieux, de légendes historiques et des histoires de démons et de djinns. Le récit populaire avait souvent une grande influence sur la population, tel celui
de Abou Zaïd el-Helali. La chanson populaire, elle est en général un poème chanté avec l'accompagnement de la musique. D'autres célèbrent l'événement dans les mosquées ou chez eux. En général, la célébration se fait en 3 étapes. La visite du mausolée, le dhikr et la procession. Il existe une grande ressemblance entre les moulides et le folklore. Les jeux populaires, c'est grâce aux moulides que les jeux populaires sont nés et se sont multipliés dans le but de divertir la population. Les jeux du hasard et les jeux de force sont très en vogue dans les moulides. En Haute-Égypte, les moulides se caractérisent surtout par les danses des chevaux. C'est en fait à partir du début du mois de Rabi' al-Awwal que commencent les festivités. Les rues sont décorées de drapeaux et de lumières. Les tentes sont installées pour la vente des douceurs de multiples formes et couleurs. Parmi les habitudes courantes pendant ces festivités figure le cadeau offert par le fiancé à sa fiancée et qui se présente sous forme de poupées sucrées, de grande taille en général, maquillées et agréables, en plus d'un autre cadeau. Et pour parler de la vie du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, et pour savoir plus sur sa conduite, ses recommandations et son profil, nous avons en ligne Dr Kamel Godalla, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, docteur Kamel, une occasion importante pour tous les musulmans du monde entier, bien sûr, et le jour de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Parlez-nous des particularités de ce jour. Ah oui, parmi les particularités de nos jours, c'est le fait que le prophète, salut bénédiction sur lui, avait l'habitude d'y observer le jeûne à titre de reconnaissance et gratitude vis-à-vis de son Seigneur. Il a dit, le lundi, c'est le jour le plus aimé pour moi. Dans ce jour-là, j'étais né. Dans ce jour-là, j'étais envoyé. Donc, il célébrait toujours le jour de sa naissance. Mais d'une façon spécifique, c'est-à-dire qu'il remerciait Allah, était reconnaissant envers lui, observait le jeûne, il donnait en fait la nourriture aux pauvres et misérables. Donc c'était sa manière de fêter sa naissance. Docteur Kamel, la vie du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, est divisée en plusieurs phases. Parlez-nous des différentes phases de la vie du prophète, à lui bénédiction et salut. Ah oui, et la première phase, c'est la phase de sa naissance et de son allaitement. Avant d'être couché, sa mère fait un songe, un rêve, comme quoi il y a de la lumière qui sortait de ses reins pour éclairer l'est, l'ouest, le nord et le sud. Et surtout les palais des anciens royaumes, comme le royaume byzantin, le royaume perse. Donc, il n'a rien souffert, en fait, de douleur de la grossesse quand il l'avait conçu. Donc, tout de suite, après sa naissance, on lui a cherché le nourrisson, le nourrice, parce qu'en fait, on avait l'habitude de ne pas allaiter l'enfant dans sa ville natale, mais de l'envoyer plutôt au désert pour qu'il puisse apprendre correctement l'arabe classique et pour qu'il soit irrésistible et vigoureux. Donc, il a passé cette phase d'allaitement chez Halima de Bani Saad. Puis, on regarde, après son enfance, sa jeunesse, où il travaillait pour gagner sa vie, étant donné qu'il était orphelin. Donc, il a commencé par la carrière d'un parrain, d'un berger, d'accord, berger de moutons. Puis, il a pris la carrière de commerçant. Ce n'était pas commerçant qui avait une fortune ou bien un capital sur lequel il faisait le commerce, mais il faisait le commerce au profit de Khadija bint Khuwaylid, qui était la dame la plus brillante de la Mecque, de qui il se mariera plus tard. Donc, il était un mari tout à fait excellent, exemplaire, d'une attitude proverbiale vis-à-vis de son épouse et de ses enfants, parce qu'il avait des filles et 2 garçons. Il avait 4 filles et 10 garçons. Donc, les 10 garçons moururent à son vivant.
Et alors que les 4 filles, il y avait Zainab qui était mariée de l'un de Banu Umayya. Il y avait aussi 2 filles effectivement mariées de Othman ibn Affan, le 3e calife du prophète, et la 4e c'était Fatima qui était l'épouse de Ali ibn Abi Talib, son cousin. Donc, elle était très très affectueuse vis-à-vis de ses enfants, des petits-enfants. Preuve à l'appui, c'est le fait que Hassan Hussein, il montait sur son dos lorsqu'il se prosternait dans la mosquée et il allongeait la prosternation de peur que Hassan ou Hussein soit troublé ou bien ébranlé par ses gestes en prière. C'est pourquoi il restait prosterné jusqu'à ce qu'il aille la lassitude et quitte son dos volontiers. Donc, c'était la 3e phase, c'est-à-dire en tant que mari et un bon époux, un bon père. Puis vient la phase la plus importante, Mohammed prophète. Mohammed prophète, cette phase se divise en 2 phases très primordiales. La première phase, c'est la phase mécoise, la période mécoise, et la deuxième période, c'est la période médinoise. Il a passé 13 ans à la Mecque après avoir reçu la révélation d'Allah, et à Médine, il a passé 10 ans. Donc, cette phase, elle était marquée par le haut degré de la responsabilité. Premièrement, elle était affectueuse, miséricordieux et clément vis-à-vis de croyants à tel point qu'il sollicitait Allah et invoquait Allah de les guider tous, alors qu'Allah connaît très bien qu'il y a des gens qui peuvent accueillir et recevoir avec bienveillance la guidée divine, alors qu'il y a d'autres qui sont de tourne. Donc, il ordonnait toujours à ses compagnons d'être persévérants, d'être endurants et aussi de supporter le torture et le châtiment, les supplices dans le sentier d'Allah. Il n'était pas du tout passif, mais tout simplement l'essentiel pour lui, c'est comment communiquer le message divin au monde entier pour confirmer le dire divin « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » et nous t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour l'humanité entière ou bien pour tout l'univers. Donc la deuxième période, c'est-à-dire la période médinoise dans la phase de prophétat, c'était la création et la fondation de l'État islamique, où il a commencé par fraterniser entre les immigrés et les secoureurs, al-Muhajirina wal-Ansar, puis il a continué un pacte intitulé la Constitution de Médine, qui était la première institution dans l'islam, où il a assuré la liberté d'expression, la liberté de pratiquer la religion à tous les habitants de Médine, qu'il a construit comme des citoyens. C'est pour la première fois que les significations de terme citoyenneté régnaient sur la terre, même si le terme même de citoyenneté n'existait pas. Parce que même ce terme, il a une arrière historique quasiment fanatique. Donc, il était épuré de n'importe quel fanatisme, racisme et discrimination, autant de prophètes sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Et il a construit la mosquée pour qu'il soit à la fois lieu de culte pour les musulmans et aussi siège de gouvernement, c'est-à-dire que la mosquée jouait joue actuellement ce qu'on appelle les palais présidentiels, les cours royales. Et il a mené en fait des guerres à titre défensif pour repousser les mécréants à envahir les musulmans et pour aussi assurer les frontières de l'État islamique. Ce n'est pas du tout dans le but de propager l'islam, parce que propager l'islam était basé sur la sagesse et la bonne exhortation. Bon, docteur Kamel Gadallah, même avant la prophétie, le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, avait un caractère assez spécial et assez unique. Peut-être c'est la raison pour laquelle il a été choisi par le bon Dieu pour accomplir cette mission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son caractère? En fait, pour être prophète, on est choisi préalablement par Allah pour supporter ou bien assumer cette lourde responsabilité et cette grosse mission. C'est pourquoi Allah l'a choisi même avant qu'il soit né. Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas inna Allah sami'un basir. Allah élit parmi les humains et parmi les anges des messagers. Donc Allah l'a choisi, étant donné que c'est Allah qui l'a choisi premièrement, c'est Allah qui l'a éduqué. C'est-à-dire c'est Allah qui lui a fait l'initiation et la formation. Raison pour laquelle
elle était marquée par la sincérité, l'honnêteté et la véridicité. Elle était surnommée à la Mecque As-Sadiq al-Amin, l'honnête et le sincère. Donc, il a copé dès le départ avec le culte des idoles. Elle n'était jamais idolâtre, c'est d'une part. D'autre part, elle n'avait aucune mauvaise tendance, aucun penchant méchant. Donc, il ne jouait pas aux cartes comme la plupart des gens. Il ne buvait pas du vin. Il ne commettait jamais la turbitude. Donc, il était quelqu'un qui est correct, exemplaire, proverbial, et il était ainsi connu dans son peuple. Preuve à l'appui, lorsqu'il a reçu pour la première fois les révélations, commençons par le mot Iqra, c'est-à-dire lit. Donc, il est revenu à Khadija, lui disant que j'avais peur, en fait, il était inquiet pour moi-même. Il lui a dit, par Allah, Allah ne t'intimidera jamais. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est envoyé déjà prophète. Elle ne connaissait pas même Khadija, ni Mohammed lui-même, il ne connaissait pas qu'il était choisi par Allah pour être prophète. Mais il lui a dit, il lui a énuméré des qualités desquelles il disposait. والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. C'est-à-dire qu'il l'a qualifié de quelqu'un qui était au service des autres. Et donc il observait les liens de sang. Il rendait hospitalité aux gens. Il assistait les besogneux. Et donc il fournit un emploi aux chômeurs. Donc de telles qualités, en fait, il marquait le prophète même dès sa tendre enfance. Il était connu par toutes les vertus et toutes les bonnes valeurs du monde. C'est pourquoi même les Qurayshites, en fait, lorsqu'il les a appelés, admettons que je vous informe qu'il y a une armée derrière toute cette vallée qui risquerait de vous envahir. Est-ce que vous allez me croire? On lui a dit certainement oui, parce que tu es parmi nous les véridiques et l'honnête. Donc, elle était connue aussi par la sagesse et la mentalité la plus correcte, raison pour laquelle elle était arbitre dans un incident qui était en fait sur le point d'éclater une guerre interne parmi les Qurayshites. Rappelez-vous, lorsqu'on avait fait la restauration de la Kaaba, on avait reconstruit la Kaaba, donc on était en fait perplexe. Qui parmi nous pourrait remporter la victoire ou bien l'honneur en fait de remettre la place noire à sa place. Donc il était sur le point d'une guerre, mais les sages parmi eux ils ont dit on va prendre pour arbitre le premier entrant à nous. Donc le premier entrant n'était que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas encore envoyé en tant que prophète. Donc on a dit ah oui, on est très bien rassuré parce que c'est Sadiq al-Amin, l'honnête, le sincère, qui va se charger de l'arbitrage parmi nous. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étalé en fait sa tunique et il a mis sur la tunique la pierre noire et il a interpellé les chefs des tribus pour qu'ils participent tous et intégralement à la remise de la pierre noire à sa place. Même parmi ses qualités, en fait, l'amour du bien. Par exemple, parmi le bien, c'est la réconciliation, la paix. Donc, il raconte qu'il avait assisté à une concile à Dar al-Nadwa chez Abdullah ibn Jud'an, et il s'appelle à l'époque Solh al-Fudul, le pacte des vertueux. Donc, il dit, si je suis invité à assister à un pacte pareil aujourd'hui, je vais répondre positivement. Donc, pour lui, l'essentiel, c'est les bonnes moralités, c'est le bien. C'est pourquoi il a dit, je suis envoyé juste pour parfaire les bonnes moralités. C'est-à-dire, ce n'est pas pour démolir les moralités, mais pour maintenir les bonnes moralités et les parfaire. En plus de tout cela, docteur Kamel Gadalla, le prophète, à lui bénédiction et salut, au niveau personnel, était un père très bienveillant auprès de ses enfants et un plaisant époux auprès de ses femmes. Et à cette occasion, on voudrait aussi parler de la polygamie, si vous pouvez expliquer les raisons de cette polygamie. En fait, la polygamie en général doit être une responsabilité.
ce n'est pas à titre d'existence. Il ne faut pas croire que lorsque quelqu'un a 2 épouses ou 3 épouses, donc c'est quelqu'un qui est, excusez-moi, pauvre homme. Pourquoi? Parce qu'il est responsable d'assumer premièrement l'équité entre plusieurs épouses, et deuxièmement, il doit se charger de la responsabilité de ces 3 foyers, ou bien ces 2 foyers, 4 foyers. Donc, en fin de compte, lui, s'il n'est pas juste, donc il sera largement châtié, et il est invité de ne pas être polygame s'il n'a pas les moyens, ni par exemple les moyens moraux, les moyens, par exemple, le matériel, parce que le matériel, c'est pour les dépenses. Mais moraux, par exemple, pour avoir de l'amour et l'affection vis-à-vis de toutes les femmes. Donc, c'est une mission assez lourde. Mais étant donné que le prophète, il avait besoin de nouer de contacts, de rapports et de relations avec les divers sexuels, et faire en fait cet équilibre et accorder cet honneur à tous les Arabes, d'être les gens de prophète sur lui. Donc, il a accepté d'assumer la responsabilité de cette polygamie, mais elle était juste et équitable, fait d'après le témoignage de ses épouses. Donc, ces épouses aussi ne sont pas comme les femmes ordinaires, parce qu'une fois, par exemple, après avoir subi des souffrances et aussi de pauvreté et de manque de ressources avec le prophète, donc ils se sont révoltés contre lui. En quelque sorte, on pourrait, donc admettez-moi d'utiliser le terme, ils ont fait une révolte contre lui pour qu'il puisse leur élargir les dépenses. Donc le prophète a été mis en colère contre elle et il a fait une retraite pour 1 mois. Elle s'est éloignée, s'est retirée de ses femmes pour 1 mois. Au bout de ce mois, le verset était révélé. يا نساء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Ô épouses de prophète, si vous voulez la vie de Séba et Sidilis, donc venez, je vais vous déverser toutes et vous donner aussi des pensions de jouissance. Mais si vous voulez Allah, son messager et au-delà, donc Allah a préparé pour vous une immense rétribution. Donc, il était des femmes exceptionnelles, avec un homme exceptionnel, qui est le prophète sur lui, qui était équitable et l'incarnation même de la justice. Et au niveau des recommandations que le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, a laissées aux musulmans, quelles sont ces recommandations? Il a laissé plusieurs recommandations, toute la sonne constitue des recommandations. Mais moi, je voudrais mettre l'accent tout sur le sermon de Dieu, c'est-à-dire ce sermon qui était le dernier énoncé adressé par le prophète à tous les croyants. Dans ce sermon de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a recommandé les gens à ne pas revenir mécréants après sa mort, c'est-à-dire d'observer le monothéisme pur et la foi parfaite. Deuxièmement, il a fait recommandation au profit des orphelins. Troisièmement, au profit des femmes et au profit des valets commis, des servantes et des suivantes. D'accord? Donc, pour les femmes, par exemple, il a fait une longue recommandation. Recommandez-vous du bien vis-à-vis des femmes parce que vous l'avez pris grâce aux paroles d'Allah et vous avez pris en licite leur sexe par permission d'Allah. Donc c'est un engagement plutôt entre vous et Allah que entre vous et les tuteurs de femmes. Donc il a fait des recommandations ici concernant l'égalité humanitaire, l'égalité entre tous les humains. La fadl al-arabiyyin ala a'jamin illa bit-taqwa. Donc aucun arabe n'a un avantage sur un non-arabe que par la piété. Aucun, par exemple, le blanc sur un noir qui par la piété. Vous êtes tous les descendants d'Adam et Adam est créé à partir de la terre. Donc plusieurs recommandations en fait qui résument l'esprit même de l'islam, l'esprit même de la foi, et on pourrait le considérer le dernier testament du prophète salut bénédiction sur lui, comme était donc le seul testament de Jabal, de mont d'Arafat, de Montucil d'Arafat. C'est comme Al-Nistar par exemple,
de l'exhortation de Mont al-Zaytoun par Jésus-Christ et au Testament de Mont Atour par Moïse. Donc c'est toujours en fait le monde qui est très commun, qui sont toujours les croyants qui sont réunis autour du prophète, et c'est toujours les derniers mots lancés par le prophète à sa communauté. Docteur Kamal Ghazala, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Avant de passer à l'autre volet de cette édition de Direct, on tient à féliciter tous les musulmans du monde entier à nouveau à l'occasion de la commémoration de la date de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Maintenant on va passer à l'agriculture. L'Égypte a connu une renaissance dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage au cours des 10 dernières années, ce qui a permis d'améliorer la sécurité alimentaire, d'élargir les projets de production et de créer l'opportunité de la présence de nouveaux éleveurs. Alors que l'Égypte accordait une attention sans précédent au secteur agricole, le pays multiplie les initiatives pour augmenter la superficie des terrains agricoles, objectif parvenir à l'autosuffisance. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le 21 mai 2022 le projet agricole Avenir de l'Égypte. Le projet vise à optimiser la production agricole et à fournir des produits de qualité à des prix abordables. L'avenir de l'Égypte, c'est le nom du projet inauguré le 21 mai par le président el-Sisi avec l'objectif d'améliorer la production agricole et d'assurer la sécurité alimentaire à tous les Égyptiens. Le président el-Sisi a souligné l'importance d'achever les étapes de ce projet avant la fin de 2023, soit un an plus tôt que sa date d'achèvement initiale. Le projet situé le long de l'autoroute Le Caire-Dabra au nord-ouest de l'Égypte comprend 4 étapes successives, c'est ce qu'a affirmé le directeur du projet lors de la cérémonie d'inauguration. Il fournira plusieurs denrées agricoles nécessaires dont le blé et s'étendra sur 1,5 million de fedans. Sa superficie agricole représente près de 50% des projets plus larges, celui du nouveau Delta, qui réalisera un bond sans précédent non seulement dans l'agriculture et l'industrie, mais aussi dans plusieurs autres domaines à l'échelle nationale. Les nouveaux projets de production agricole feront passer la superficie des terres agricoles en Égypte de 9 millions de fedans actuellement à 14 millions de fedans. Le principal objectif de ces projets agricoles est de combler le fossé entre la production et l'autosuffisance en produits stratégiques, surtout dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine et ses répercussions sur l'économie mondiale. Le ministère de l'Agriculture a mis en place une stratégie de développement agricole durable dans le cadre de la vision Égypte 2030 et des objectifs du développement durable des Nations Unies. La nouvelle stratégie prévoit une expansion horizontale des terres agricoles, mais aussi une expansion verticale en cultivant des variétés à haut rendement et en appliquant des méthodes agricoles modernes. Elle prévoit de même le développement des cultures protégées ainsi que l'amélioration de la compétitivité des exportations agricoles et de la santé des plantes et du bétail. Le gouvernement entend augmenter les investissements destinés au secteur agricole, renforcer la production animale, avicole et piscicole et modifier les modes de consommation afin de réduire les pressions sur les ressources. Et pour parler de la situation de l'agriculture en Égypte, nous avons en ligne Dr Mostafa Tammem, expert en économie. Bonsoir docteur. Bonsoir à vous.
Alors, comme on vient de le voir dans ce commentaire, tous les efforts de l'Égypte dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité et la production alimentaire visent à arriver à l'autosuffisance. Est-ce qu'on est prêt à arriver à cet objectif? Certainement, l'État a pris beaucoup de pas depuis longtemps pour avoir ce objectif-là. Et le premier pas, c'était qu'on avait le projet de l'agriculture de 1,5 million d'habitants dans le domaine de l'agriculture. Aussi, de l'autre côté, on avait beaucoup des autres projets qui sont peut-être associés avec le système d'agriculture. Et certainement, ça va donner un pouvoir très très important car l'État ne va pas avoir une dépendance sur des facteurs extérieurs. Moi, je veux dire certainement, on ne va pas importer les produits nécessaires comme on avait fait au passé. Et certainement, on va avoir ça ici, on va avoir beaucoup de produits si on a le système d'agriculture qui va être très professionnel. Et ça, certainement, ça va avoir un impact sur le demande à les devises étrangères. Parce que certainement, comme vous savez, nous importons beaucoup de produits nécessaires qui sont pas, peut-être, on n'avait pas donné beaucoup d'importance ici pour les produits. Mais maintenant, avec ces produits d'agriculture, certainement, ça va nous donner un pouvoir pour réduire la demande sur les devises étrangères. Ça, c'est très, très important. Là, vous parlez des produits stratégiques, n'est-ce pas? Exactement. Et où en est-on avec la production de ces produits stratégiques maintenant? Maintenant, peut-être l'État avait beaucoup de projets dans beaucoup de produits qui sont stratégiques. Et certainement, je vais vous dire un point très très important, que la guerre entre la Russie et la guerre entre l'Ukraine avait un effet négatif, pas seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier. Et certainement, ça nous met un pouvoir qu'on va être dépendant sur l'État pour produire ces produits-là, pour ne pas avoir une dépendance sur des facteurs extérieurs. Donc là, on parle essentiellement du blé. Exactement. Et où en est-on avec la production du blé en Égypte? Maintenant, peut-être l'État a donné beaucoup d'importance pour ça et peut-être une large somme des terrains vont être peut-être... on va produire le blé, ça c'est très très important. Et certainement, peut-être après 2 ou 3 ans, on pourra être suffisant dans ce produit-là. La sécurité alimentaire est un problème qui angoisse le monde. Où en est l'Égypte sur le plan de la sécurité alimentaire? Certainement, comme je vous dis, l'Égypte a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là et pour minimiser les imports des produits nécessaires du monde extérieur. On a beaucoup de projets dans le domaine agriculture, aussi dans le domaine de la nourriture nécessaire, comme les poissons. On a beaucoup peut-être des terrains pour élever les poissons là. Et peut-être le président, depuis quelques semaines, a ouvert beaucoup de projets dans ce domaine-là. Et ça, c'est très, très important. Et ça va encourager aussi les citoyens égyptiens qui vont avoir leurs projets dans ce domaine-là. C'est très, très important. Et aussi pour la production bovine? Certainement, oui. Bon, où en est-on avec la production de la viande en Égypte? Maintenant, certainement, juste maintenant, on n'a pas reçu la quantité qui va suivre pour le demande. Mais certainement, on a beaucoup de projets dans ce domaine-là qui vont être associés avec les projets d'agriculture. Et certainement, peut-être on avait des problèmes avec les poulets, parce qu'il y avait un problème pour importer certains produits du monde extérieur, et ça avait un effet négatif pour la production de ces poulets-là. Mais l'État a donné beaucoup de facilités
via la Banque d'agriculture pour encourager les investisseurs de travailler dans ce domaine-là. Et ce problème a été réglé? Oui, certainement. Bon, suite aux circonstances dans le monde en général, les circonstances économiques, les circonstances de l'eau, les circonstances du changement climatique, quelles sont les prévisions concernant la sécurité alimentaire et l'avenir de la production alimentaire en Égypte? Et comment va-t-on faire face à tous ces problèmes? Certainement, l'Égypte a fait beaucoup d'efforts et certainement on avait une conférence depuis quelques mois, le COP27, qui a discuté les problèmes du climat. Malheureusement, le monde entier, depuis longtemps, n'a pas pris le facteur du climat. On n'a pas donné beaucoup d'importance à ce facteur-là. Mais maintenant, avec les troubles qu'on a vus en Grèce, en Italie, et peut-être qu'on a vu qu'est-ce qui est arrivé en Libye depuis 2 semaines, et aussi les problèmes au Maroc avec ce qui est arrivé là-bas. Certainement, tous ces problèmes-là, certainement, vont donner beaucoup d'importance pour les facteurs du climat. Et peut-être les pays vont donner, peut-être avoir un plan pour rêver et avoir un climat et spécifiquement l'énergie verte. Et l'Égypte a beaucoup de projets dans ce domaine-là. Bon, docteur Mostafa Tammem, vous êtes expert en économie. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et sur ce, chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cette édition de Direct. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et encore une fois, je tiens à féliciter tous les musulmans du monde entier à l'occasion de la commémoration de la sainte occasion de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Donc au revoir et à demain avec un nouveau collègue.